Bonjour et bon après-midi à toutes celles et ceux qui nous regardent d'un peu partout dans le monde. Je suis Loretta Malintoppi, 39 Essex Chambers à Singapour. J'ai le grand plaisir d'être accompagnée pour cette session en français de notre série par deux juristes internationaux d'exception. On peut dire sans exagérer que le président Gilbert Guillaume et le professeur Alain Pellet ont de manière différente et complémentaire, avec leurs expériences combinées de jurisconsulte, professeurs, juges, arbitres, avocats, membres de l'Institut de droit international, de la Commission de droit international, contribué à la formation et au développement du droit international et à la pratique de ce droit pendant les dernières 40 années. En particulier, le président Guillaume a été jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères français et président et membre de la Cour internationale de justice. Il a aussi présidé un grand nombre de tribunaux arbitraux d'investissement. Il est actuellement juge ad hoc dans 2 affaires devant la Cour internationale de justice. Alain Pellet, quoique professeur dans l'âme, comme il aime se définir, a non seulement enseigné le droit international à Nanterre pendant 24 ans, il a été aussi membre de la Commission de droit international pendant 22 ans, et il a développé une carrière absolument formidable de conseil avocat devant les juridictions internationales, dont je crois à son actif, il doit avoir une centaine d'affaires et plus peut-être. Il siège également en tant qu'arbitre et président de tribunaux d'investissement. On se connaît tous les trois depuis longtemps. J'ai eu le plaisir de plaider pour la première fois devant la Cour internationale de justice quand Gilbert Guillaume était le président, et je l'ai fait en français parce que je sais à quel point il tient à la francophonie. Et quant à Alain, on a été dans les mêmes équipes d'avocats dans des affaires interétatiques et on a été aussi adversaires, et c'était toujours de la bonne guerre. Donc je vous dis bonjour à tous les deux. Vous êtes tous les deux en France, en Bretagne et à Paris. Alors, comment ça se passe avec cette période si difficile de confinement encore en France, ou reconfinement? Je ne suis pas sûre, je ne suis plus tous les développements. Vous allez bien, Gilbert? Le confinement à Paris est un peu ennuyeux, on s'en lasse, mais ça donne l'occasion de lire davantage et de réfléchir un peu, ce qui dans la vie courante n'est pas tellement fréquent. Alors, pour la vie sociale, par contre, c'est évidemment plus difficile. Nous espérons fêter Noël avec les enfants, mais en les prenant 3 par 3. Et j'espère que, disons, au mois de juin prochain, tout ça sera fini. Oui. Vous allez vous faire vacciner en principe? Je vais voir, pourquoi pas. De toute manière, je ne suis pas dans les premiers, puisque en France, on vaccinera d'abord les personnes âgées se trouvant dans les EHPAD et les soignants. Donc, je serai de la deuxième vague, ce qui nous mettra vers février, mars. Et par conséquent, je verrai à ce moment-là comment ça s'est passé pour les autres. Bien sûr, vous avez l'opportunité de regarder ce qui se passe pour les autres. Alors, quant à toi, tu es en Bretagne, où il a fait un temps magnifique jusqu'à aujourd'hui, je crois. Pas tout à fait jusqu'à aujourd'hui, mais il a fait plutôt beau temps. Je dois dire que j'apprécie personnellement plutôt le confinement. Ça m'a donné le temps de rattraper un peu de retard dans les publications. Et je suis en train de faire la 9e édition de notre traité. Je pense même que ce week-end, je devrais avoir fini le dernier chapitre. Donc, c'est plutôt positif. Si ce n'était pas si dramatique pour beaucoup de gens, je dois dire que j'apprécierais spécialement le confinement, moi. Restant dans le domaine de la pandémie, pour ce qui est de notre métier de juristes internationaux, il y a eu un impact important pour les tribunaux internationaux, pour les cours internationales, parce qu'ils ont dû s'adapter aux nouvelles conditions, et notamment en faisant des audiences virtuelles. Et la Cour internationale de justice s'est aussi adaptée en faisant des audiences effectivement virtuelles dans au moins 2 affaires. Je crois qu'Alain, tu étais avocat et conseil des États dans ces affaires-là. Et la manière dont la Cour s'est acquittée de cette histoire, c'est assez spécial quelque part, parce que c'est quand même un hybride. C'est-à-dire que certains juges ont assisté siégeant au Palais de la Paix, d'autres chez eux,
Et les avocats, conseils et les agents des parties, quant à eux, étaient en lien vidéo, donc ils ont participé par liaison vidéo. Et Alain, je me demande comment ça s'est passé pour toi. Ça a été une belle expérience, ça a été techniquement, ça s'est bien passé. Alors, bonne expérience, je dirais pas, parce que quand même, ça manque un peu l'excitation de l'équipe, de la présentation et tout, ça manque un peu. Mais techniquement, ça s'est pas trop mal passé, sauf que la Cour, comme d'ailleurs la plupart des juridictions internationales, choisit un horrible, je sais pas comment on dit, accès par Webex Cisco, qui est le pire que je connaisse, alors que toutes les choses courantes marchent très bien. Zoom, Skype, Teams, tout ce qu'on veut marche parfaitement, sauf celle-là. Moi, j'ai une petite interruption. Mais honnêtement, c'est pas grave. Hein. Le président dit, bon, bah, reconnectez-vous, on se reconnecte et puis ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un peu dommage quand même, je pense, pour... je suis partisan des pompes et circonstances, moi, dans les affaires devant la CIJ. Je pense que l'un des avantages de la Cour, c'est la solennité des audiences. Et là, ça manque quand même un peu. Les gens apparaissent, disparaissent. On voit pas l'alignement des juges, on voit pas les équipes. Donc, c'est pas idéal. Ceci dit, ça marche bien et la Cour aurait eu tort de se mettre en vacances pour ça. Donc, ça, c'est plutôt une bonne façon de pallier les problèmes, quoi. Et Gilbert, vous n'avez pas eu l'occasion de faire des audiences virtuelles ou d'assister aux audiences virtuelles de la Cour par lien vidéo? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Personnellement, je n'attache pas une importance excessive aux audiences. Je pense que les dossiers sont très bien instruits par écrit, au moins à la Cour. Et les audiences, pour moi, permettent parfois d'éclaircir des faits, permettent également au gouvernement d'exprimer publiquement leur point de vue. Il y a une fonction tribunicienne. Mais enfin, ça ne m'intéresse pas beaucoup en tant que juge. Alors, l'utilisation des moyens de communication par Internet pour les audiences, je comprends très bien. Dans le cas de la Cour, je ne pense pas que ça change fondamentalement les choses. Là où il y a une difficulté beaucoup plus grande, c'est pour le délibéré. Autant avoir des audiences par visioconférence, ce n'est pas dramatique à mon avis. Autant avoir un délibéré par visioconférence, c'est tout de même beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas d'élément de délibération collective en présence et qui facilite la recherche des solutions. Oui, c'est vrai que l'aspect humain, le contact humain, c'est très important en même temps dans on considère les délibérations, les négociations aussi, un résultat. Mais vous aviez parlé du fait que vous êtes plus, quelque part, intéressé par la procédure écrite devant la Cour, donc évidemment que les audiences orales. Est-ce que vous pensez, ce n'est pas le cas de la Cour internationale de justice, mais que peut-être cette période qui nous a montré qu'on peut effectivement travailler de façon virtuelle dans l'arbitrage international, est-ce que ça pourrait éventuellement mettre plus l'accent sur la procédure écrite et réduire le temps des audiences et le nombre des témoins, des experts, ou peut-être faire avancer d'autres innovations? Écoutez, moi, je pense que les audiences ont une utilité assez réduite, techniquement pour le juge. Je pense que la deuxième série de plaidoiries en particulier est souvent totalement inutile et une pure répétition de la première. Et la première elle-même est parfois une pure répétition des mémoires écrits. Personnellement, je suis prêt à faire mes notes en tant que juge au vu des mémoires écrites, ça suffit. À corriger quelques petits points à l'IA de l'oral s'il y a lieu. Donc, je crois qu'il y a intérêt à réduire la durée des audiences. En tout cas, tout ce qui est expertise et témoignage devant la Cour n'a qu'un intérêt extrêmement limité, à mon sentiment, sauf cas particulier. Il y a, en cas Costa Rica, Nicaragua, il a été très utile d'envoyer des experts sur place pour déterminer où le Rio San Juan rejoignait la mer.
mais il était absolument pas nécessaire, par exemple, de désigner des experts pour évaluer les dommages. Il faut être très prudent dans ce domaine. Le juge doit être suffisamment compétent, actif et je dirais même intelligent pour prendre ses décisions lui-même. Alain, je sais que tu as des opinions très sur le dernier, fortes sur le dernier, moi et les audiences. Sur le dernier point, je suis bien d'accord avec Gilbert. Peut-être d'ailleurs pas tout à fait sur l'évaluation des dommages. Par exemple, en investissement, moi, ce que je trouve le plus compliqué, c'est de se débrouiller pour évaluer les dommages, mais bon, c'est pas vital. Et de toute façon, je ne crois pas une minute ce que racontent les experts. Je pense qu'ils sont payés pour mentir et ils mentent. Je ne crois absolument pas aux experts. Donc, on peut me raconter tout ce qu'on veut. J'ai besoin de me faire mon opinion. Et c'est pas, alors ils sont en général malins, ils savent répondre. Donc, oui, je suis d'accord sur les experts. Sur l'oral, bon, ce que je pense, c'est que dans ce qu'a dit Gilbert, il a un peu sous-estimé quand même l'intérêt tribunicien, justement. Il en a parlé, mais je pense, pour mes clients, je pense que souvent, dès que l'affaire est politiquement délicate, avoir des plaidoiries orales, c'est absolument essentiel. J'ai en tête des affaires, en particulier l'affaire du temple entre le Cambodge et la Thaïlande, ou bien l'affaire entre le Pérou et le Chili, qui étaient des affaires vraiment de souveraineté qui suscitaient des passions politiques. Le fait d'avoir pour l'opinion publique, de pouvoir suivre, il paraît que 16 millions de téléspectateurs suivaient toutes les audiences dans l'affaire du temple. C'est horrible, c'est ennuyeux comme tout pour des non-juristes. Ils suivaient, et je pense que le fait de voir qu'ils sont défendus, c'est quelque chose de très important. Accessoirement, je pense que quand même, peut-être que Gilbert Guillaume est un juge hyper consciencieux. Je trouve que c'est pas mal de rappeler aux juges que l'essentiel de l'affaire, c'est ce qu'on plaide au moment des audiences. Et donc, je trouve que c'est... Je crois quand même aux audiences. Moi, je n'ai pas une passion. Enfin, au début, je trouvais ça plutôt excitant. Maintenant, moi, j'aime bien plaider, mais ça n'a rien de personnel. Je pense que c'est important de pouvoir, à la fin, dire bon ben voilà, notre affaire c'est ça. Et alors sur le timing, je suis d'accord, il ne faut pas de trop longues audiences, mais je pense qu'on est arrivé à quelque chose de raisonnable, il est raisonnable, notamment à la suite de la présidence de Gilbert Guillaume. Maintenant, c'est assez tarifé. Une petite affaire, c'est une semaine. Une grosse affaire, c'est au maximum 2 semaines. Ça me semble très bien. Je ne pense pas qu'on puisse descendre beaucoup en dessous. Je pense que ce serait, pour des raisons, encore une fois, de politique, de grande politique finalement, je pense que ce serait souvent une erreur. Donc, je trouve que c'est bien. Ce qu'il y a, c'est qu'à la limite, on pourrait condenser encore un peu plus les affaires, mais à condition de laisser du temps aux parties pour se répondre. C'est absurde d'obliger les parties à se répondre du jour au lendemain. Si on veut que les plaidoiries servent à quelque chose, eh ben, il faut laisser les conseils préparer raisonnablement des plaidoiries en réponse, et ça, les juges n'ont toujours pas tout à fait bien compris. C'est un peu mieux, mais c'est toujours pas très bien. Les conseils sont des êtres humains. Il y en a qui ont besoin de dormir. Moi, pas vraiment, mais il y en a. Moi, je m'accommode d'une ou deux nuits sans blanche. Mais... On vous a déjà accordé beaucoup plus de temps qu'autrefois. Bon, ça dépend. Ouais. Si, pas des affaires. Oui. Si. Presque, un peu plus quand même. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le fait que la Cour fixe ses audiences, évidemment, sans trop dialoguer avec les parties. Il y a une espèce de détachement, il n'y a pas vraiment quelque part de collaboration, c'est-à-dire que la Cour ne cherche pas à trouver si les conseils, les avocats, si les parties sont disponibles pour certaines dates. Ils fixent les dates, après c'est tout. Oui, c'est comme ça. C'est tout à fait vrai, mais je crois que c'est inévitable dans ce type d'affaires, n'est-ce pas? En ce sens qu'il s'agit,
c'était très clair dans les affaires qu'a citées Alain. Il s'agit d'affaires opposant des gouvernements sur des problèmes extrêmement sensibles politiquement. Les plaidoiries sont calibrées et lues en fonction des points de vue des gouvernements. Et se lancer dans des opérations de questions n'a généralement pas grand sens. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne le droit, eh bien, il y a l'adage britannique que je trouve très exact. Le tribunal connaît le droit. Et il le connaît d'autant plus que ça a été plaidé en long, en large et en travers dans les écrits. Et sur le droit, en réalité, l'oral n'apporte généralement rien. Et en ce qui concerne les faits, alors là, oui, je pense que pour ce qui est des faits, il y a des hypothèses dans lesquelles des questions peuvent être posées. Mais c'est la seule hypothèse dans laquelle je vois une utilité aux questions. Ouais. Mais vous avez fait référence aux aspects politiques. Quel est, à votre avis, le poids des éléments politiques dans la décision des États de soumettre leurs différends au règlement d'une tierce partie? C'est à Alain de répondre en tant que conseil. Alain, d'abord, oui. Ouais. Et après, si vous voulez quelque chose. C'est vraiment un choix complètement politique. Moi, la vraie question, c'est plutôt le forum shopping. Est-ce qu'on va choisir plutôt la CIJ que le tribunal du droit de la mer ou un arbitrage ad hoc? Ça, c'est une vraie question. Sinon, c'est entièrement politique. Les États peuvent aller devant la Cour pour gagner. Ils peuvent aussi aller devant la Cour pour se débarrasser d'une affaire. J'ai toujours eu le sentiment que Kadhafi est allé devant la Cour dans l'affaire Tchad-Libye pour se débarrasser d'une affaire, à moins que mes collègues de l'autre côté de la barre aient été complètement fauchetons. Cette affaire, ils ne pouvaient pas la gagner. Alors, j'espère qu'ils lui ont dit. Attention, je faisais partie de tes collègues de l'autre côté de la barre. Eh ben, tant pis pour vous. J'espère que vous avez dit à la Libye qu'elle ne pouvait pas gagner. C'était une affaire qui n'était pas gagnable. Mais par contre, c'était une excellente occasion de se débarrasser de cette affaire de la bande d'Aouzou, qui était une épine quand même très grosse dans le pied de la Libye. Donc, on peut aller devant la Cour aussi pour ça. Bah, c'est vraiment une question d'appréciation. C'est plus facile, je pense, pour un État de perdre devant la CIJ que de perdre en concluant un accord. Donc ça peut être un élément pour aller devant une juridiction. Et puis l'autre, c'est quand même, quelquefois, on espère gagner. Moi, je veux dire, j'ai facilement convaincu les Tchadiens qui m'ont consulté de dire, bon, on y va. Une autre affaire, je peux dire, parce que ça a été publié, c'était pas très élégant d'ailleurs de la part du client, dans une autre affaire, j'ai dit au client, moi je pense qu'elle n'est pas très bonne l'affaire, on risque de perdre. Mais qu'est-ce que vous risquez d'y aller? De toute façon, il faudra régler le problème. Ils ont dit, OK, on y va, et on a gagné beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Ça arrive. Ça arrive. Vous voulez ajouter quelque chose, Gilbert? Non, écoutez, non, aller devant la Cour, c'est courir le risque de gagner ou de perdre. Il y a des cas dans lesquels il est probable qu'on doit perdre. On peut vouloir y aller quand même, pour n'avoir pas la responsabilité de l'échec et la transférer sur le juge. Il y a des cas où on espère gagner, évidemment. Il y a des cas où on espère se débarrasser d'une affaire, n'avoir pas à la négocier sans remettre au juge. Il y a aussi malheureusement des cas dans lesquels on utilise la Cour comme un espèce de forum pour faire connaître son point de vue, même si on pense que les risques les chances de gagner sont limitées. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses dans le recours au juge, et le juge doit être très attentif à cet égard. Et même sur le dernier point, c'est à la mode maintenant de dire on utilise la Cour pour des raisons politiques. Mais je trouve que c'est plutôt l'hommage du vice à la vertu, c'est-à-dire que ça montre que les États
accorde de l'importance au forum juridictionnel. Donc, moi, en tout cas, ça ne fait pas partie en tant que conseil. Je trouve que les conseils ont une vraie responsabilité. Hein. On ne peut pas accepter d'abord, on ne peut pas forcément accepter n'importe quelle affaire, et en tout cas, on ne peut pas accepter que le client dise n'importe quoi ou fasse n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, si un État me dit je vais à la cour parce que politiquement ça m'arrange, moi je fais OK, ça n'a pas d'importance. Après, les juges font le tri entre ce qui est pour la galerie et ce qui est pour eux. Mais je désapprouve pas du tout, moi, l'utilisation soi-disant politique de la Cour. C'est un élément de la politique juridique extérieure des États et ils font ce qu'ils veulent. Pensez-vous que... Pardon. Non, ils font ce qu'ils veulent et le juge fait ce qu'il veut après. Ouais. C'est mon avis, c'est mon avis. Pensez-vous que les pays moins développés ont plus tendance à accepter le règlement des différends par un tiers, où il n'y a pas de rapport entre la taille, le statut d'un pays et dans la communauté internationale à cet égard? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs dans ce domaine. Il y a d'abord, je suppose que chaque État, avant de venir devant la Cour, pèse ses chances de gagner ou de perdre et les avantages et les inconvénients qu'il y a pour lui à y aller. Ensuite, moi j'observe qu'il y a des régions du monde où on va moins devant la Cour que d'autres. C'est le cas de l'Asie, par exemple. C'est également maintenant, dans une mesure, le cas de l'Europe occidentale, plus maintenant qu'autrefois d'ailleurs. Bon. Donc, il y a des facteurs qui sont certainement géographiques qui jouent à cet égard. Il y a évidemment aussi, dans le recours à la Cour, un problème de savoir quel est l'objet du recours. Vous avez des matières comme, par exemple, les délimitations maritimes, qui vont fréquemment devant la Cour parce que c'est une manière de régler des problèmes difficiles politiquement, mais enfin qui peuvent être réglés juridiquement sans dommage politique majeur. Il y a d'autres domaines dans lesquels on ne viendra jamais devant la Cour de manière très spontanée. Donc, ça varie selon les cas. Je voudrais passer à un autre thème, dire un petit mot sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre et du juge international. J'ai été frappée par quelque chose que vous aviez écrit, Gilbert, il y a des années pour les mélanges de Boutros-Ghali sur l'indépendance des membres de la Cour internationale de justice. Et je le cite, je le lis, vous avez dit « L'indépendance est surtout une question de personnalité, ne subit de pression que le juge dont on pense qu'il pourrait céder à des pressions. Est indépendant le juge qui entend l'être. C'est un tel juge que les plaideurs font confiance. » En d'autres termes, vous pensez qu'il s'agit d'une qualité intérieure, un trait de caractère. Vous pensez que ce même raisonnement s'applique aussi aux arbitres dans les arbitrages internationaux? Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup d'indépendance, impartialité. Il y a énormément de récusations d'arbitres pour des raisons différentes et variées. Il y a même un code qui a été publié par le CIRDI Lakhnouchi. Qu'est-ce que vous pensez sur ce thème si complexe? Est-ce que ce que vous dites peut s'appliquer à l'arbitrage aussi, où il y a des différences? Ok. Moi, j'ai personnellement accepté de faire de l'arbitrage uniquement en tant que président de tribunaux arbitraux désignés par les parties. Et en cette qualité, j'estime que je devais faire preuve exactement des mêmes qualités d'indépendance que j'estimais indispensables pour ce qui est du juge. Alors, ensuite, dans le cas de l'arbitrage, il y a le problème des arbitres désignés par chacune des parties. Alors, on trouve des situations qui sont extrêmement diverses. J'ai vécu des arbitres qui défendaient farouchement le point de vue de l'État qui les avait désignés. J'en ai connu d'autres qui
s'en remettaient spontanément et collectivement à la décision du président. J'en ai connu d'autres, enfin, qui, très raisonnablement, faisaient le tri dans les mémoires des uns et des autres de ce qui était raisonnable et ce qui ne l'était pas. Donc, je crois que c'est assez variable. Je pense que les présidents de tribunaux arbitraux doivent être choisis pour leur pleine indépendance. Ça me paraît indispensable. Je crois que les arbitres doivent être choisis de manière à ce qu'ils fassent connaître le point de vue de l'État qui les a désignés, de soient sûrs qu'on a bien retourné toutes les pierres, si je puis dire, que l'argumentation a été bien vue, et ensuite, ils doivent agir conformément à leur mission d'arbitre, agir conformément au droit applicable. Alain ? Là, je dois dire que je suis en plein accord. Je pense que vraiment l'indépendance, c'est une question d'état d'esprit. Malheureusement, je suis guère choisi comme président, ça m'est arrivé mais assez rarement, parce que je pense que les gens se disent il est juriste de droit international public, donc il va être pro-État, ce qui est pas vrai dans mon cas. Ça m'intéresse de savoir ce que les partis vont plaider, et puis finalement, il m'est arrivé, alors par contre, ayant été désigné par une partie, donc malheureusement la plupart du temps par un État, ou quasi total, toujours, il m'est arrivé tout à fait de voter pour le demandeur, donc me sens tout à fait indépendant. D'ailleurs, une petite anecdote, j'ai été désigné dans une affaire par le Cameroun. J'ai dit au Cameroun, écoutez, vous pouvez me désigner, mais je vais être obligé d'insister sur le fait que j'ai été le lead counsel pour le Cameroun dans son affaire devant la CIJ. La dame qui m'avait contacté pour le cabinet, je ne sais d'ailleurs plus lequel, m'a dit oh non, je pense pas que vous serez accusé. Je pense qu'il s'était déjà assuré de ça auprès du demandeur. Et puis, très bien, donc j'ai disclosé, comme on dit, très bien, pas de réaction. Et puis, de nouveau, séance administrative, et j'ai vu que la délégation camerounaise était menée par un ministre avec lequel j'avais été plutôt ami durant l'affaire Cameroun. Et donc je redisclose, on dit écoutez, là ça devient un peu embêtant, on a des relations assez proches, et pas de réaction de la part du demandeur. Et donc à la séance administrative, je suis allé voir, j'ai dit vous m'avez pas récusé, si vous aviez eu la moindre objection, je serais parti. Il dit oh non, monsieur le professeur, on sait que vous êtes indépendant, donc de toute façon, on n'aurait pas eu mieux, donc nous sommes très contents. Et je dois dire, dans cette affaire, j'ai voté pour le Cameroun, mais simplement parce que je trouvais que le Cameroun avait raison. Donc, je pense vraiment et par contre, j'ai eu, alors comme président, j'ai eu notamment dans une affaire un insupportable avocat britannique qui en faisait plus qui plaidait plus pour le requérant que le requérant lui-même, et ça, je trouve ça absolument insupportable. En plus, c'est contre-productif, parce que du coup, les deux autres arbitres, le président et l'autre, se raidissent, essayent de prendre le contre-pied. C'est une mauvaise technique pour les arbitres pas indépendants, et c'est bien fait pour leur part, je dirais. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des assistants des tribunaux arbitraux ? Les secrétaires administratifs, parce que parfois il y a aussi des problèmes de conflits liés à l'utilisation des assistants, quand cette utilisation va un peu au-delà de ce qui est acceptable. Moi, en tant qu'arbitre, je n'ai jamais utilisé aucun assistant. Moi, je le fais pas parce que c'est plutôt mal vu. Mais je dois dire que je trouve ça assez absurde. Je vois pas pourquoi on pourrait pas utiliser les assistants. Moi, j'en utilise dans toutes les affaires comme conseil. Je vois pas pourquoi je pourrais pas demander à des assistants d'aller voir si telle jurisprudence a bien été dépouillée complètement. Donc, je le fais. Ça renchérit bêtement les coûts. Et par contre, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il y aurait pas d'inconvénient à ce qu'il y en ait. Mais enfin, bon, les cabinets d'avocats anglo-saxons cherchent tellement la petite bête sur tout et n'importe quoi,
que je me garde. J'ai toujours un assistant qui au moins reçoit les mails et classe les documents. Et d'ailleurs, à propos de documents, je trouve scandaleux de continuer à utiliser des documents papier. On reçoit des caisses de documents ridicules avec des arrêts de la CIJ. C'est grotesque. J'essaye d'interdire ça quand je suis dans un tribunal, mais malheureusement, ça fait partie des mœurs et je trouve ça ridicule. Ça n'a pas de rapport direct avec la question. Ça change doucement, mais ça change. Surtout maintenant à cause de la pandémie. C'est vrai que moi, toutes les affaires que j'ai en ce moment, il n'y a aucune sur laquelle on travaille sur le papier, en fait. Tout est envoyé par email, il n'y a que des copies soft de tous les documents. Enfin, il y a des parties qui insistent encore pour envoyer des copies papier. C'est vrai que la plupart des arbitres aiment bien lire sur papier encore. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais ça va changer, ça change. Ça prend du temps, mais ça change. On n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais, avant de vous quitter, encore vous poser une petite question importante, quand même, sur l'avenir des jeunes dans ce domaine du droit international public. Je sais que, parce que j'en vois beaucoup de jeunes, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés par cette matière, par cet aspect de notre profession. Quels sont vos conseils pour les jeunes qui démarrent dans le domaine du droit international, surtout le droit international public? D'abord, Gilbert. Écoutez, je crois d'abord qu'il faut travailler. Travailler. C'est la première règle. Ensuite, je pense qu'il faut pratiquer des langues diverses, notamment l'anglais et le français me paraissent indispensables. En troisième lieu, je pense qu'il faut acquérir non seulement une formation en droit international public, mais dans d'autres domaines. Le droit international privé peut être très utile. Et honnêtement, moi je suis arrivé au droit international public après avoir fait beaucoup d'autres choses, et notamment beaucoup de droit administratif et même de droit civil, droit des obligations. Je crois que c'est une formation absolument indispensable. Voilà, alors ensuite, évidemment, il y a le problème de la pratique. Et là, il faut évidemment essayer de s'agréger à des cabinets qui utilisent des jeunes. Et là, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Alain, c'est certainement beaucoup mieux que moi. Mais il y a un problème de pratique qu'il faut acquérir. Voilà, c'est un domaine passionnant, c'est un domaine dans lequel il y a peut-être beaucoup de monde pour le travail disponible. Je ne me rends pas très bien compte. Encore qu'il y a des domaines comme le droit des investissements, par exemple, où il y a une activité importante. Dans le domaine du droit international public pur, le nombre d'affaires n'est tout de même pas considérable. Et par conséquent, les possibilités de carrière demeurent nécessairement limitées. Alain? Oui, je dois dire que là, je partage vraiment l'analyse de Gilbert. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est travailler. C'est quand même un métier fatigant. Enfin, quand ça marche, il faut d'abord être très réactif, et puis oui, il faut vraiment bosser. Les dossiers, c'est quand même ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça immobilise l'esprit. Et donc c'est une des grandes qualités. C'est vrai aussi que il faut pas laisser trop d'illusions aux jeunes gens. Faire du droit international public pur, il y en a très peu qui auront ce que je considère être cette grande chance. Mais par contre, le droit international a quand même fait son chemin. Je pense non seulement le droit de l'investissement et le droit international du commerce, le commercial international, mais même devant les juridictions internes, les juges sont un peu moins des ânes battées comme ils l'étaient il y a pas beaucoup d'années. Ils acceptent que le droit international existe, et l'injection du droit international dans les affaires internes, ça compte de plus en plus. Donc, de toute façon, même si on n'est pas
un internationaliste, inévitablement, les praticiens du droit auront l'occasion de mettre en œuvre des normes internationales. Je pense aussi qu'il faut essayer, moi c'est vraiment un conseil que je donne toujours aux jeunes qui veulent faire du droit international, de ne pas se précipiter pour se spécialiser. Il faut, ça devient, le droit international devient très très difficile, je trouve, à maîtriser complètement. Je m'aperçois en ce moment, en remettant à jour la 9e édition de notre traité, c'est difficile de tout couvrir, mais essayer de rester au fait de toutes les évolutions et pas devenir tout de suite un environnementaliste, un droit de l'hommiste, un droit de la mériste. Il faut arriver à maîtriser l'ensemble du droit international. Et là, je suis un peu énervé, je veux dire, par l'évolution de mes jeunes collègues, hein, des gens qui sont déjà professeurs de droit international. Et on en voit malheureusement de moins en moins qui sont vraiment des généralistes du droit international. Il n'y a guère que mes anciens doctorants qui le soient vraiment. Et les autres se spécialisent tout de suite. Alors peut-être qu'ils préfèrent être les premiers dans leur village que les énièmes à Rome. Mais je trouve que Rome, c'est-à-dire le droit international général, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de préserver. On ne peut pas isoler les problèmes. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie de m'avoir dédié un peu de temps aujourd'hui pour cette conversation que j'ai énormément appréciée. Et je vous souhaite une très très bonne année, espérant qu'elle soit bien meilleure que celle qu'on vient de vivre. Merci encore. Bon Noël et bonne année. Merci à vous aussi et bonne année à vous aussi. Merci Gilbert. Au revoir.